Bonjour à tout le monde, merci d'être venus aussi nombreux. Nous avons le plaisir de vous accueillir ce soir pour une réunion donc, sur la 6e République, animée par Charlotte Girard, qui va se présenter tout à l'heure. Nous avons le plaisir de faire cette réunion en présence du maire de Morangis et aussi de personnes qu'on ne connaît pas, donc c'est ça qui est plutôt encourageant, c'est de pouvoir partager avec des personnes avec qui on n'a encore jamais échangé. Et donc on espère que cette soirée sera agréable pour tout le monde et instructive surtout. Alors Philippe, à qui je voulais passer la parole, est parti, mais c'est pas grave, et quand il reviendra, je lui donnerai la parole. Voilà, donc on est tous les deux candidats sur la 6e circonscription de l'Essonne pour les législatives qui auront lieu au mois de juin, juste après les présidentielles. Donc c'était important pour nous de lier ces deux élections puisque évidemment le résultat de l'une conditionnera sûrement les résultats de l'autre. Et puis l'implication, le respect du programme qu'on présente au présidentiel se fera avec aussi la mobilisation des députés qui vont avec. Donc je vais laisser Philippe se présenter. Bonjour, tout heureux avec Cécile de pouvoir poursuivre cette démarche participative. On a commencé à Morangis il y a peu de temps avec un débat qui était très intéressant où Christian Vélo avait lancé de manière ironique que quand on se réunissait à table avant on se souhaitait un bon appétit et qu'aujourd'hui on se souhaite surtout bon courage. Bonne chance. Eh bien, bonne chance. Bonne chance. Et je devrais dire qu'aujourd'hui, dans le cadre de cette réunion, je pense à un autre slogan qui touche au monde du travail, où quand on dit que le travail c'est aussi la santé, malheureusement le travail n'a jamais aussi tué ces derniers temps et provoqué des inégalités. Est-ce que cette 6e République va permettre, en effet, avec la nouvelle Constitution, en effet, de résoudre une partie de cette urgence sociale? Et puis une dernière chose, avant de passer la parole à Charlotte, qui est aussi en thème avec ce dont on a traité ce soir, où on a deux candidats qui se présentent à la magistrature suprême, je pense donc à Marine Le Pen et à Fillon, et qui font un bras d'honneur à la justice. Juste au moment où le débat porte justement sur ce manque de justice sociale, pouvoir non seulement faire ce bras d'honneur à la justice, en se revendiquant du peuple et du suffrage universel pour pouvoir contrecarrer des droits, eh bien, je crois que ce serait une question qu'on pourra poser, on pourra te poser, à savoir d'où il sort ce suffrage universel, comment il a été créé, depuis quand il a été créé, et cette 6e République, avant d'arriver à cette 6e République, cette 5e République, comment elle est arrivée, comment elle a été constituée. Je crois qu'il y a un petit rappel d'histoire à donner et comprendre pourquoi aujourd'hui il y a autant de provocations et comment on peut s'amuser, comme certains le font, de la force que représente l'État. Voilà pour ce qui est de ma partie, et je vais te passer le micro et te laisser bouger, parce que je sais que tu aimes bien remuer. Bien, bonsoir à tous. Je suis vraiment enchantée de me retrouver parmi vous, encore pour parler de République, pour parler d'institutions, parce que il ne vous a pas échappé que c'était un problème, pas un problème, une question centrale, une question qui s'invite d'ailleurs dans le débat de la présidentielle d'une manière assez inédite, parce que, Philippe l'a dit tout de suite à l'instant, en expliquant à quel point ce qu'on avait sous les yeux en ce moment, avec notamment donc, les frasques judiciaires de deux candidats à la présidence de la République, provoquait finalement, littéralement, nous provoquait, c'est-à-dire ça nous provoque, ça pose sur le débat, dans le débat public, au centre de la scène publique, la question justement de la pertinence de ces institutions. Est-ce que ces institutions jouent toujours leur rôle ? Et là, on est avec un exemple inédit, complètement jamais vu, qui nous pose cette question et doit nous amener, je pense, à réagir. Alors, ce soir, je voudrais quand même vous faire part de ce que nous n'avons pas attendu Marine Le Pen et François Fillon pour évoquer la question institutionnelle dans notre programme, c'est-à-dire mettre cette question-là au centre d'un projet politique de transformation de la société, puisque l'Avenir en commun, qui est le programme de la France Insoumise, est un programme qui
D'ailleurs, j'espère que vous l'avez entre les mains. Je vois une personne qui l'a ici. Oui, d'accord, tu as un prétexte, mais moi je suis étonnée de ne pas voir plus de personnes. Ah, voilà, j'espère qu'il est en vente par là. Mais en tout cas, vous pouvez vous l'approprier dès ce soir, car je pense justement que, certes, nous allons parler d'institutions, mais je ne vais pas faire une déclamation qui va durer 3 heures. Je ne vais pas refaire l'émission du chiffrage toute seule et vous asséner des vérités. C'est pas ça. Là, je vais vous poser un certain nombre de questions, vous dire quelle est l'intention qui est au cœur du programme L'Avenir en commun en matière d'institution. Voilà. C'est ça que je vais mettre en discussion et ensuite je vais vous appeler à travailler. Voilà, vous allez vous-même, là, les chaises elles ne sont pas rivées au sol, elles sont mobiles et je vais vous demander de prendre part justement à la question et vous pourrez à cette occasion d'ailleurs faire naître toutes les questions nécessaires et on pourra ensuite dans un temps, c'est-à-dire qu'en fait il y aura un exposé de ma part, ensuite je vais vous proposer de travailler sur 3 questions, 3 thèmes, 3 objectifs que je vais exposer dans mon topo et ensuite nous allons remettre, si vous voulez, le débat en route avec un jeu de questions-réponses que je serais ravie d'essayer de dénouer avec vous. Bon. Alors, l'avenir en commun, je viens de vous le dire, pose en chapitre 1 l'urgence démocratique. On n'y va pas par 4 chemins. Hein. Pour nous, c'est la question. C'est la question première. L'urgence démocratique, vous voyez, la 6e République, et 1.1, réunir une assemblée constituante. Voilà. Donc ça commence par là. Si vous voulez, c'est une manière visible de poser la question et de poser, si vous voulez, la problématique de cette société nouvelle que nous appelons de nos voeux, on la pose à travers la question institutionnelle, en disant, c'est à ça qu'il faut s'attaquer en premier lieu. C'est le verrou. Les institutions jouent aujourd'hui comme un verrou. Un verrou qu'il s'agit de dénouer, de déverrouiller pour pouvoir ensuite réaliser ce que nous pensons nécessaire de réaliser, à savoir le renversement du rapport de force, ce qu'on appelle le renversement de cette oligarchie régnante qui règne sans partage, et donc permettre enfin le partage des richesses, le partage du pouvoir évidemment, mais aussi, tout simplement regagner des marges de manœuvre, et c'est notre intention. Donc, ce que je voudrais évoquer avec vous, d'abord, parce qu'il me semble que cette campagne, la campagne de la France Insoumise, est une campagne aussi qui se joue dans l'intelligence des gens, c'est-à-dire elle s'appuie sur l'intelligence des gens, aussi bien je vais vous faire une proposition et vous allez pouvoir la discuter. Je dis, les institutions, c'est le verrou. L'objectif numéro 1, pour comprendre à quel point les institutions jouent comme un verrou, il faut d'abord savoir de quoi est fait le dispositif actuel. L'objectif premier, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il faut en finir avec la Ve République. Parce que c'est pas évident. Si on se retourne, bon là, vous êtes un petit peu informés, vous venez ici, vous avez un peu déjà une idée, vous avez entendu Mélenchon parler de ce genre de choses. Bon. Mais si vous vous retournez vers des gens qui n'ont pas forcément d'appétence politique particulière, sont pas très au courant. Voilà. Souvent ils disent bon, moi je m'en fous, c'est pas mon sujet. Le sujet souvent des gens c'est bouffer quoi, c'est avoir un boulot, etc. Donc comment en venir à expliquer à quel point ces institutions sont nuisibles? Donc ça il faut l'expliquer. C'est le premier objectif, comprendre l'intérêt d'en finir avec la Ve République. Et là, c'est pas si compliqué que ça finalement, on vient d'en parler nous, parce que effectivement on s'intéresse à ça en particulier, mais on est dans la présidentielle, mais on peut très bien, tout simplement, pointer du doigt ce qui se passe aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons des arguments qui nous sont livrés par l'actualité aujourd'hui. Que dit l'actualité alors? On a l'image de ces deux candidats qui se jouent de la justice, mais quand vous regardez bien ce qui se passe, ils se jouent de la justice, c'est-à-dire qu'ils se disent, moi, je n'ai pas de compte à rendre, finalement.
C'est ça qu'ils disent. Je n'ai pas de compte à rendre à qui que ce soit, même pas au juge, et certainement pas à vous, puisque de toute façon, ils ne sont pas élus. Enfin, ils ne sont pas encore présidents ou présidentes. Mais donc, cette manière de poser les choses, je n'ai pas de compte à rendre, alors qu'ils postulent justement à la fonction présidentielle. Le problème, c'est que, et là je vais vous provoquer pour de vrai, ils ont raison. Ben, ils ont raison. Si ils étaient déjà élus président de la République, ils n'auraient pas de compte à rendre. C'est écrit dans la Constitution. Aujourd'hui, un président de la République en Ve République est irresponsable politiquement, mais aussi pénalement dans une certaine mesure, jusqu'à un certain point. Vous vous souvenez de l'affaire Chirac ? Chirac, qui avait joué sur la responsabilité du chef de l'État, qui avait modifié les choses de sorte de ne pas être inquiété le temps du mandat, etc., etc. C'est une réalité. Ils ont donc assez raison, entre guillemets, de rechercher le mandat présidentiel pour se débarrasser de toute responsabilité pénale, civile, administrative et politique. Et ça, à mon avis, c'est l'argument majeur qui consiste à dire cette République-là, ces institutions-là, organisent les choses d'une manière inacceptable du point de vue de la démocratie. C'est-à-dire que c'est un agencement institutionnel, c'est un montage institutionnel, voilà, qui met en exemple l'irresponsabilité. L'irresponsabilité est une norme sous la Ve République. C'est, de mon point de vue, en tout cas, quelque chose de pas normal en réalité, ou de pas souhaitable, si l'on souhaite, au contraire, avoir une véritable démocratie, un véritable État démocratique, dans lequel le peuple peut se faire entendre en dehors des moments électoraux, où il peut demander des comptes à ses représentants. Et ce que je pense, c'est que cette organisation de l'irresponsabilité, cette mise en exergue, c'est-à-dire au sommet de la hiérarchie des normes, l'irresponsabilité du chef de l'État, ça produit comme un ruissellement, vous voulez, ça ruisselle sur l'ensemble des autres institutions qui sont inférieures à celles du président de la République, ça produit de l'irresponsabilité en chaîne, en cascade. Si bien que, finalement, l'ensemble de la classe politique ou des élus se croient autorisés à ne pas rendre des comptes au peuple, qui les a pourtant élus. Donc il y a de ce point de vue-là un vrai vice des institutions liées à cette irresponsabilité politique d'abord, du chef de l'État, érigé en exemple, en norme suprême. Et ça pose un vrai problème ensuite d'organisation de l'État, d'organisation institutionnelle. Donc ça me semble être un premier argument qui, d'ailleurs, engendre finalement toute une série d'effets pervers. Donc je vous l'ai dit, si le président de la République, l'irresponsabilité du président de la République rejaillit sur la responsabilité, donc l'irresponsabilité de tous les autres, eh bien vous vous retrouvez dans un système comme aujourd'hui où le rapport des citoyens, des représentés à leurs représentants devient un rapport malsain. Un rapport où, finalement, qui ne génère que de la frustration, puisque vous ne pouvez pas demander de compte. Donc vous êtes frustré à un moment donné, puisque ça ne va pas. On ne peut pas dire que ça aille. Si ça allait encore, on se dirait, de toute façon tout va bien, je ne demande pas de compte, c'est normal. Mais ça ne va pas. Donc, vous ne pouvez générer là que de la frustration, de la dépolitisation, et finalement un sentiment de malaise. Voilà, il y a un malaise dans les institutions. Et cela est extrêmement néfaste pour la République elle-même, pour le politique au sens noble du terme, etc. C'est quelque chose qui détruit la cité au sens noble, démocratique, antique du terme. Donc on se retrouve ici vraiment avec, je dirais, un dispositif complètement vicié et extrêmement délétère, c'est-à-dire toxique.
pour les rapports entre les institutions et le peuple, mais aussi au sein du peuple lui-même. C'est-à-dire que nécessairement, on a quelque chose qui illustre, enfin l'exemple qui est donné est un exemple qui produit de la frustration et qui produit du mal-être, et un problème, et qui produit aussi, qui détruit finalement le lien social. Ça, je pense que cet effet de disqualification de la politique est extrêmement dangereux à long terme, et même à court terme, puisque là on est en plein dedans, c'est-à-dire qu'on est dans un état de crise politique majeure qui est directement le résultat de ce type d'institution. Donc là, on pourrait avoir un débat déjà là-dessus. Donc je m'arrête là sur le premier objectif qui est d'essayer de bien comprendre l'intérêt de changer de République, c'est-à-dire l'intérêt d'en finir déjà avec la cinquième. Donc lister finalement tous les défauts de cette République. Ça, c'est la première tâche. Deuxième tâche, ou deuxième objectif, ce serait d'essayer de comprendre l'intérêt de passer à une sixième République. Parce que c'est pas tout de dire la cinquième ça va pas, sauf qu'on va vers quoi? De quoi s'agit-il lorsque l'on dit de passer en sixième République? Qu'est-ce qu'on veut se donner? Parce qu'on sait ce qu'on quitte, l'adage, c'est ce qu'on quitte, on ne sait pas ce qu'on va trouver. Donc, et ça c'est intéressant, c'est-à-dire que comment est-ce que, en tant que peuple, on arrive à se projeter dans autre chose, sur le plan institutionnel? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut vraiment? C'est quoi le but d'une sixième République? Bon, là vous pouvez aussi faire des réponses assez simples pour convaincre. La réponse la plus simple, c'est de dire, c'est une palissade. Déjà, on ne veut plus de ça, c'est le premier acte, on ne veut plus de la cinquième République. La cinquième République, elle est faite de quoi? De confiscation du pouvoir du peuple. Donc, la sixième doit remédier à ce problème-là, c'est-à-dire restituer, redonner le pouvoir au peuple. D'accord, redonner le pouvoir au peuple en sixième République. Bon, qu'est-ce que ça veut dire exactement, redonner le pouvoir au peuple? De quoi on parle? Le pouvoir, ok. Le peuple, c'est quoi? C'est l'institution souveraine, c'est-à-dire celle qui a tout pouvoir, ou dont tout pouvoir émane. C'est une source, d'accord? C'est la source du pouvoir. Bon. Et qui a la capacité de vouloir tout, au sens où il n'y a pas de pouvoir qui lui soit supérieur. Ça, c'est le principe dit de souveraineté populaire. Si on dit qu'il faudrait, en sixième République, redonner, restituer le pouvoir au peuple, ce qu'on dit finalement, c'est qu'il faut rétablir des hiérarchies, et notamment la hiérarchie selon laquelle le donneur d'ordre initial, le premier, c'est le peuple. Redonner le pouvoir au peuple, ça veut dire réinvestir ou remettre le peuple à sa place, c'est-à-dire à la place du souverain, que celui-ci puisse s'imposer évidemment à l'oligarchie, c'est-à-dire ce petit nombre de gens qui prennent des décisions sans en référer au peuple, sans lui demander son avis. Je prends divers exemples, vous en avez évidemment en tête, mais tout ce qui nous est, entre guillemets, tombé dessus sans que nous n'ayons jamais pu dire « nous ne sommes pas d'accord » ou « nous l'avons dit, mais ça n'a jamais été pris en considération », ce type-là d'altercation entre un petit nombre oligo, c'est petit, et donc un petit pouvoir de certains qui prennent un certain nombre de décisions qui ne sont pas cohérentes avec l'intérêt général, eh bien ceci, nous ne pouvons pas l'accepter. Donc l'idée, c'est qu'on renverse cette hiérarchie-là en mettant le peuple au niveau de la souveraineté, c'est-à-dire du donneur d'ordre. Ce serait lui le donneur d'ordre, ce ne serait plus l'oligarchie. On pourrait imaginer également une autre série d'éléments où, je vous l'ai dit, imposer la hiérarchie des légitimités, c'est très important. On pourrait dire à nouveau que redonner le pouvoir au peuple, c'est rendre au peuple sa capacité de décider, de convenir de ce contrat qui nous unit les uns aux autres, qui s'appelle la Constitution. Autrement dit, ce que le peuple a fait une fois, il peut le défaire une autre fois.
Ce que je vous dis là, c'est qu'en 1958, le peuple s'est prononcé pour la Constitution, c'était le 28 septembre 1958. C'était déjà un référendum. C'était la Ve République. Il n'y a aucune raison qu'en 2017, nous n'ayons pas exactement le même pouvoir qui consisterait à révoquer ce texte-là et le remplacer par un autre. Les juristes, on a des mots un peu pour dire ça. On parle de parallélisme des formes. Ce qu'un peuple a fait, il peut le défaire. Je veux dire ici qu'il faut surtout intégrer, et c'est ça redonner le pouvoir au peuple, le fait qu'il n'y a pas de tabou. Il n'y a rien que le peuple ne puisse décider. C'est ça, être souverain. Il n'y a rien que le peuple ne puisse décider. Donc, y compris se redonner une constitution nouvelle, autre, qu'il aurait d'ailleurs lui-même produite. Ceci est à sa portée. Seul un souverain peut faire un truc pareil. D'accord ? Donc ça vient, c'est un argument au soutien de l'idée que le peuple est effectivement le souverain et doit l'être. Hein, souveraineté populaire, etc. Bon, ça c'est la deuxième idée, un peu schématique. Troisième idée, dans cette idée de rendre le pouvoir au peuple en Sixième République, c'est que confier au peuple la responsabilité de rompre avec le système actuel, aujourd'hui, c'est exactement ce que l'on appelle, dans le cadre de la France insoumise, la révolution citoyenne. Mais attention, ce n'est pas la révolution avec des pics, des têtes, etc. coupées, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est l'idée du renversement et de la capacité du peuple à agir et à se saisir de la décision ultime. Comment ? Avec une arme. Il a une arme. C'est le bulletin de vote. C'est l'idée d'une révolution par les urnes, qui est tout à fait cohérente avec l'idée d'une, ce que je vous disais, d'une reprise en main du peuple du pouvoir par le peuple. Ça, c'est le deuxième objectif, qui est l'idée de rendre le pouvoir au peuple, étant la perspective, l'objectif d'une Sixième République. Troisième objectif maintenant. Une fois qu'on a parlé de la Cinquième et qu'on a parlé d'une Sixième qui aurait pour mission de rendre le pouvoir au peuple, la question c'est comment on fait pour aller de l'un à l'autre. C'est le chemin entre la Cinquième et la Sixième. Et là, ça devient quelque chose qui nous distingue particulièrement des autres offres politiques. Vous avez d'autres candidats en lice, pas beaucoup, qui parlent de changer les institutions, qui parlent même de Sixième République, ils prononcent le mot, mais ils ne disent jamais comment on va s'y prendre. Par où on passe ? C'est quoi le chemin ? Il y en a plusieurs. On pourrait très bien appeler Sixième République un truc qui ne serait qu'une ressucée de la Cinquième. C'est possible. Ça s'appelle une révision de la Constitution 58. Ok, ça a déjà été fait. Mais ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Et surtout, cette hypothèse-là, de réviser la Cinquième, d'abord par qui, comment, alors on nous parle de quoi ? D'experts. On nous parle de petits groupes de citoyens qui participeraient à l'écriture, soi-disant on leur demanderait un peu leur avis, tout ça. Enfin, des gens que vous ne connaissez pas, qui ne vous représentent pas, etc. Bon. Ça, c'est la recette trop connue du groupe d'experts qui va s'emparer de la question, qui va encore la confisquer à l'intelligence populaire et qui va dire, bon, voilà, maintenant, on n'est plus en Cinquième, on est en Sixième, et puis vous verrez ça, et puis... Ce n'est absolument pas ce que l'on souhaite faire. La France insoumise, dans l'Avenir en commun, propose de réunir une assemblée constituante. Tout est là. Cela est le nom du chemin que l'on va employer pour passer de la Cinquième à la Sixième. Pourquoi est-ce qu'on parle d'assemblée constituante pour faire ça ? On parle d'assemblée constituante pour justement répondre aux défauts majeurs des institutions d'aujourd'hui, qui sont ces institutions confiscatoires du pouvoir du peuple, où on l'on dit précisément, pour passer d'un système dans lequel le pouvoir est confisqué vers un système dans lequel le pouvoir est rendu, restitué au peuple, eh bien, nous n'avons pas le choix.
il faut passer par une procédure qui, elle-même, remet le peuple aux commandes. C'est tout le sens d'une assemblée constituante. Ici, je prends un exemple, une métaphore. Je me rappelle que la Ve République, même si j'étais pas née, c'était en 1958, elle a été fabriquée d'une certaine manière. Souvenez-vous. L'été 58, 13 mai 1958, un coup d'État à Alger, c'est la guerre, la tension, elle était sacrément palpable, vous aviez des attentats, y compris sur le sol métropolitain, très régulièrement, vous aviez une violence extrême. Bon, c'était ça le contexte. Et c'était même ça le point de départ de l'idée de changer de constitution. C'était même réclamé par les putschistes d'Alger. Et à ce moment-là, vous avez eu un processus constituant avec l'homme providentiel qui s'est pointé, De Gaulle, à qui même le président de la République, René Coty, a dit « Venez, vous êtes notre sauveur, venez vous emparer du pouvoir ». Effectivement, il s'est emparé du pouvoir. Il a fait un gouvernement, le 1er juin 1958. Le 3 juin 1958, il avait réglé la question. Les assemblées s'étaient mises en congé elles-mêmes. Elles avaient voté leur propre dessaisissement. Donc, exit la représentation nationale. Un dispositif d'écriture de la Constitution s'était mis en place, un comité interministériel, c'est-à-dire un groupe de ministres, autrement dit, l'exécutif, Debré, en place, qui a pris la plume et qui s'est mis à gratter. Pendant un été, au cours duquel personne n'a rien su de ce qui s'était passé, des enjeux, des débats, des points en débat, des questions posées par cette nouvelle constitution. Rien. Embargo total de l'ORTF, là. Rien. Et après, on est arrivé en septembre. Ah ben voilà, ça y est, il y a un texte, oui ou non. Sachant que si vous dites non, c'est la guerre, c'est la mort, c'est horrible. Personne ne survivra. Donc, on dit quoi? Et le peuple dit oui. Voilà. Voilà comment est née la Ve République. Tout ça pour vous dire que vouliez-vous attendre? Que vouliez-vous attendre en termes d'institution, en termes de rapport des forces, d'équilibre des forces entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif? Que vouliez-vous attendre d'une telle procédure? Si ce n'est un dispositif, Constitution 58, dans lequel le pouvoir exécutif, et en particulier le pouvoir présidentiel, avait la plupart des pouvoirs. Et avait complètement neutralisé l'autre, c'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir parlementaire. Ce que je veux dire ici, c'est que le résultat d'une procédure constituante dépend de la procédure elle-même. C'est une histoire de moule. Quand vous faites un gâteau dans un moule spécifique, un gâteau constitutionnel dans un moule spécifique, ce qui ressort, c'est un gâteau au goût du moule. Donc si le moule était dominé par le pouvoir exécutif, vous êtes sûr que va en sortir des institutions dans lesquelles l'exécutif domine. Si vous faites à l'inverse une procédure constituante dans laquelle le peuple est au centre du dispositif, sa représentation contrôlée est au centre du dispositif, alors vous avez une chance, plusieurs chances que vous mettez de votre côté pour que le résultat de la négociation ou de la procédure soit un résultat a priori favorable à l'intérêt général, au peuple, etc. A priori, c'est un pari. En tout cas, on sait que si on procède de cette manière, on se met plus de chances de son côté que si on procède différemment. C'est-à-dire par les comités d'experts, voilà. Ok ? C'est extrêmement important. D'où l'idée de faire une constituante d'un genre particulier, une assemblée constituante, c'est-à-dire d'abord une assemblée élue, mais une assemblée élue pour être à ce qu'elle fait, hein, pour ne faire que ça. Un mandat protégé, sanctuarisé, mais un mandat qui répond sans arrêt aux aspirations du peuple. Donc déjà, le peuple est au début du processus par un biais, le référendum, alpha. Il est à la fin du processus par un biais, celui du référendum, oméga, pour dire oui ou non on accepte le projet que a conduit l'Assemblée constituante.
Donc vous avez un référendum à l'entrée, c'est-à-dire le peuple à l'entrée, le peuple à la sortie et le peuple au milieu, sous la forme d'allers et retours à imaginer, et ça, c'est encore un travail d'imagination à produire, mais des allers et retours entre le peuple, la société, voilà, le corps politique et ses représentants sous la forme de cette assemblée constituante qui serait, et ça c'est une proposition que nous faisons, qui serait une assemblée à la fois élue et tirée au sort. Le tirage au sort étant le résultat de revendications importantes que nous avons entendues, qui sont liées notamment à la crise de la Ve République et à la crise de la représentation des institutions. À partir du moment où nous faisons ce constat-là, nous nous disons que nous avons intérêt à avoir une assemblée constituante qui soit la plus légitime possible et qui ne puisse pas être suspecte elle-même d'avoir confisqué, d'avoir trahi la représentation, etc., etc. Donc il faut trouver un dispositif qui permette de répondre à ces attentes-là. D'où l'idée du tirage au sort qui vient en général casser le principe de la confiscation, de l'éloignement des représentants par rapport aux représentés, etc. Et tout en gardant aussi le principe représentatif classique de l'élection, qui permet quand même de demander aux représentants, à ceux qui, aux candidats, de faire des propositions sérieuses. Parce qu'ils vont devoir lutter justement contre, et je vais vous expliquer pourquoi, ceux qui, à l'inverse, disent on ne vous fait plus du tout confiance, on préfère le tirage au sort. Comment ça marche cette histoire? L'idée, c'est que nous avons imaginé un système dans lequel la proportion de ceux qui seraient tirés au sort et la proportion de ceux qui seraient élus sur un projet, en fait, ne serait pas imposée. En général, si vous imposez quelque chose de ce genre 25% de tirés au sort, 75% d'élus, on va vous le renvoyer à la figure en disant « Mais pourquoi ça? Pourquoi pas 50? Et pourquoi pas je sais pas quoi ?» Donc vous allez vous retrouver finalement avec déjà, avant même que l'Assemblée soit constituée, avec une contestation. Donc un problème de légitimité. Problème. Ça, c'est un gros problème. Donc, on s'est dit, en général, quand il y a un problème, la solution, c'est le peuple. Donc, on va demander au peuple son avis. Et on va lui permettre, au moment où il vote, où il décide de constituer l'Assemblée constituante, de la composer, il aura le choix. Son bulletin, ou bien, permettra de désigner un projet et donc des représentants. Ou bien, son bulletin permettra d'abonder le nombre de tirés au sort. C'est-à-dire qu'il remettra son bulletin au hasard. Et donc, le nombre de gens qui auront voté pour le tirage au sort déterminera la proportion des tirés au sort à la future Assemblée. Ce qui, du coup, vous permet non seulement d'avoir un système effectivement dans lequel il y a un mix entre des tirés au sort et des élus, mais en plus, vous vous débarrassez du problème, on va dire, de l'arbitraire, et donc de la légitimité de cette Assemblée, en disant « Ah mais oui, mais c'est vous qui avez décidé cette proportion-là ». Troisième avantage, cela permet finalement de remettre aussi à tout, on va dire à tout le corps politique, la responsabilité de bien mener l'affaire constituante, puisque finalement tout le monde est concerné. Ceux qui sont pour le tirage au sort, eh bien, devront sacrément s'accrocher pour défendre l'intérêt d'un tirage au sort. Ce sera en soi une offre politique. Et de la même manière, ceux qui plaideront pour tel ou tel projet constitutionnel, eh bien, devront aussi se lever de bonne heure pour convaincre de l'intérêt, eh bien, de voter pour leur propre projet plutôt que de remettre la voix au hasard. Donc vous avez un cercle vertueux maintenant, où chacun est sommé finalement d'être excellent et de faire une véritable offre politique. Donc ça, c'est ce qu'on a trouvé, si vous voulez, pour résoudre la question de la composition de cette Assemblée, qui nous a d'ailleurs été soufflée beaucoup par des Tunisiens qui eux-mêmes ont eu l'expérience de la constituante et se sont dit d'abord, alors que c'était une Assemblée constituante élue, entièrement élue, on aurait dû faire de la place au tirage au sort. Parce qu'il y avait un problème de confiance, quand même, et il y en a encore un, dans l'Assemblée qui a décidé.
parce que là aussi, il y avait un problème déjà sous l'Ancien Régime, qui ne le sait pas, évidemment, de décalage entre les représentants et les représentés, puisque tout simplement, il n'y avait pas de représentation dans un cadre dictatorial. Donc là, vous avez, dans cette proposition, cette préoccupation-là. Deuxième préoccupation très importante et qui caractérise quand même le dispositif, enfin la procédure constituante de l'Assemblée constituante, c'est cette idée de protection du mandat. Nous avons opté pour un mandat exclusif. Une fois que les constituants seront désignés, ils ne feront que ça, que écrire la Constitution. Ah ben oui, mais c'est pas si courant que ça d'avoir deux assemblées, un système de deux assemblées parallèles. Pourquoi je dis deux ? Je dis qu'il y aura la constituante, mais je dis qu'il y aura aussi l'Assemblée nationale, qui aura été élue, là, en juin. Logiquement, du point de vue de la temporalité, il y aura bien un moment où coexisteront deux assemblées. Et ce que nous ne voulions pas, c'est que la future Assemblée nationale soit en plus dotée d'un mandat constituant. Ce qui aurait conduit nos futurs députés à devoir assumer de front et le vote de la loi et la fabrication d'une nouvelle constitution. Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas de ça ? On ne veut pas de ça, d'abord pour concentrer l'attention sur un travail qui est déjà lourd, qui est écrire une constitution. Deux, ce que nous voulons ici, c'est d'éviter que tout ce qui sera fabriqué justement dans le moule constituant de la 6e soit dégagé, décontaminé de tous les réflexes liés à la 5e République. Par exemple, il y aurait toute une série d'incompatibilités qui ferait que vous ne pourriez pas être élu dans l'Assemblée constituante si, par exemple, vous avez été parlementaire sous la 5e. Vous ne pourriez pas, ça c'est pour le passé, vous ne pourriez pas non plus être dans la constituante et prétendre à un futur mandat dans les institutions de la 6e. Ou du moins pas avant un certain délai. Suffisamment long pour que vous ne soyez pas et constituant et en train de vous préparer un plan de carrière politique. Ce qui permet d'avoir un véritable mandat sanctuarisé, protégé, exclusif, qui évite et la contamination de l'ancien système et on va dire, les petits arrangements avec le futur. Donc ça, c'est comme ça qu'il me semble que l'on répond à cette idée. Autre intérêt d'avoir une assemblée constituante qui marche en parallèle d'une assemblée législative et d'une assemblée législative d'un certain type. L'idée, c'est que l'Assemblée nationale qu'on va élire, on l'espère, et ça, merci la 5e République, elle est en principe cohérente avec la couleur politique du président de la République. Bon. Donc on imagine, et on fait ce pari-là, qu'on aura une majorité insoumise. Ce qui permettra, en fait, d'avoir, et là je réponds peut-être à des questions que vous vous posez, d'avoir une Assemblée nationale complice du travail constituant. Ce qui permet d'imaginer le dispositif suivant, vous auriez des constituants en charge de l'écriture de la Constitution, avec autour d'eux un peuple foisonnant, décidant de faire parvenir toute une série de doléances, revendications, des idées, des suggestions. Mais pour que ce peuple-là soit si impliqué dans le travail constituant, ne faut-il pas qu'il soit déjà dégagé d'un certain carcan économique et social, carcan sécuritaire, etc. C'est-à-dire toutes sortes de choses qui existent maintenant, mais qui ne pourraient être défaites que par la loi, et en particulier par le travail législatif de l'Assemblée nationale que nous élirions. Donc l'idée, c'est d'avoir une constituante avec son Assemblée nationale complice, qui permettrait finalement, avec une œuvre, on va dire, de défaisance, de libérer la capacité politique du peuple pour qu'il soit aussi, lui, investi dans le travail constituant. D'où l'intérêt, voilà, quand même, que l'avenir en commun soit un programme à la fois, j'allais dire, d'urgence,
c'est-à-dire un programme applicable immédiatement, dans le but aussi que le travail constituant se déroule le mieux possible. Vous voyez ? Donc c'est de cette manière que nous aurions finalement un travail constituant qui répondrait exactement à ce que l'on veut produire, c'est-à-dire un peuple impliqué, conscient et auteur du pacte, auteur de la constitution future. D'accord ? Sur le plan technique, l'idée, c'est de passer par, vous savez, un référendum à l'entrée, c'est-à-dire un référendum d'un type particulier, le référendum dit de l'article 11 de la Constitution actuelle. Pourquoi ce référendum-là ? Parce qu'il est maniable exclusivement par le président de la République, quasiment exclusivement, mais il n'y a pas beaucoup d'obstacles. C'est un référendum qui aurait pour but de faire voter, de soumettre à l'approbation populaire une loi de convocation de la constituante. Du coup, la constituante future, elle serait convoquée par une loi référendaire. Et une loi référendaire, quel obstacle elle pourrait connaître ? Vous avez une petite idée ou pas ? Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à... Le veto. Le non, exactement, le non. Et d'autres ? Le veto. Non, le veto, lequel ? Non. Il n'y en a pas. Parfois on me dit, Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel pourrait être saisi de l'inconstitutionnalité de la loi en disant, mais d'abord, c'est une loi qui vise à créer un corps qui n'existe pas, etc. Enfin, ils peuvent trouver. Hein. Sauf que, il y a un précédent. En 1962, le général de Gaulle a fait une révision constitutionnelle par le biais de l'article 11. Il a donc convoqué un référendum. Il y a eu une saisine du Conseil constitutionnel contre la loi, c'est-à-dire contre la loi qui instaurait le suffrage universel direct, qui était en fait une loi constitutionnelle. Et le Conseil constitutionnel a dit « Je touche pas. Je ne contrôle pas, je ne suis pas compétent pour contrôler la constitutionnalité d'une loi qui a été décidée, voulue directement par le peuple. » Échec et mat. On espère. Mais en tout cas, c'est ce calcul-là qu'on fait. En se disant, déjà, on est bien parti si on arrive à convoquer ce référendum, à faire campagne et voilà, à faire cette proposition-là au peuple. Et ensuite, nous aurions à nouveau un référendum en clôture du processus constituant. Pour vous dire un petit peu le timing, l'idée c'est que le référendum soit convoqué relativement rapidement, mais pas trop vite. Alors ça, il y a deux écoles. Il y a une école qui dit qu'il faut convoquer le référendum quasiment en même temps que les législatives, pour aller très vite, pour être sur la lancée de l'élection présidentielle. Et puis il y a une autre école, c'est la mienne, qui dit pas de précipitation, attention, parce qu'il y a un risque, c'est que le décret présidentiel de convocation du référendum pourrait faire l'objet d'une censure, si on s'y prend avant que la future assemblée soit installée. Parce que, quoi qu'on en dise, même si les députés là, ils vont, et les sénateurs là, hop, ils sont suspendus là depuis, je crois que la semaine dernière, ils arrêtent de travailler, mais ils sont toujours là, ils sont toujours en mandat. Et en fait, ils ont encore la possibilité d'actionner le 49.2, qui est l'article de la censure. Ils pourraient très bien censurer ou chercher à censurer l'action gouvernementale portant sur la convocation du référendum. Donc moi, je pense qu'il vaut mieux pas risquer ce genre de truc par trop de précipitation et dire on attend que les députés, genre le 22 juin, ils vont s'installer, ils vont s'asseoir sur les sièges, et hop, à ce moment-là, le décret peut être publié et nous avons la convocation du référendum. On peut imaginer, pour avoir quand même une jolie campagne estivale, on pourrait avoir un référendum en septembre et l'installation de la constituante un mois plus tard. Une constituante qui commencera en octobre 17, c'est pas mal, et qui se donnerait ensuite 2 ans maximum, parce qu'il nous semble aussi important de fixer un terme, ou une date de péremption, si vous voulez, à l'Assemblée constituante,
pour aussi imposer un rythme et faire en sorte que le travail constituant soit effectif. Puisqu'on sait que, passé cette date, il n'y aura plus de dynamique, quoi, ce sera terminé. Et donc ça oblige, ça donne une obligation de résultat, finalement, quand vous fixez un terme de cette nature-là. Et sachez, ça aussi on a réfléchi à la question, si jamais il y avait un référendum pour approbation, au bout, on va dire, d'un an et demi, ce serait peut-être trop tôt, je ne sais pas, et que le peuple à ce moment-là dise, non, on ne veut pas de cette constitution-là. Eh bien, l'idée serait de remettre le métier sur l'ouvrage et de dire à l'Assemblée constituante, votre copie, elle n'a pas la moyenne, vous recommencez le boulot, et on refera un référendum quand on aura un nouveau projet. Ceci est inspiré aussi de l'histoire. Ça s'est produit. En 1945, vous avez eu une Assemblée constituante qui a été élue. Cette Assemblée constituante a bûché. Au bout d'un an, elle a proposé un texte, en avril 1946, qui a été rejeté par référendum. Et donc, on a remis le travail sur le métier. L'ouvrage sur le métier. Et il y a eu une nouvelle constitution qui a été produite et qui a été adoptée à l'automne 1946. Voilà. Donc, pas de panique. Ça peut se faire. Ça n'est pas du tout utopique. Donc c'est aussi en expliquant exactement quel est le chemin que l'on pourrait employer, que l'on pourrait emprunter entre la 5e et la 6e, en le disant exactement ce que l'on va faire, etc., et pourquoi on le ferait comme ça, que je pense que vous donnez de la crédibilité à cette perspective-là. Et donc maintenant, je vous propose de constituer 3 petits groupes pour réfléchir à ces 3 thèmes ou ces 3 objectifs. Une vingtaine de minutes ou une demi-heure si vous êtes emporté par votre imagination. Et ensuite, je vous demanderai qu'il y ait une petite restitution sur ce que je vais vous demander avec des missions, des objectifs. Et ça me donnera, je pense, l'occasion à nouveau de faire un jeu de questions-réponses pour que je puisse éclaircir éventuellement tous les doutes que vous pourriez avoir. On va reprendre les objectifs. Un petit groupe sur la 5e et les raisons d'en finir. Donc finalement, trouver tous les arguments qui permettraient de dire « basta, ça suffit, trop c'est trop ». Un petit groupe qui travaillerait sur la perspective d'une 6e et qu'est-ce qu'on pourrait y mettre dedans. Et là, je pense en particulier à, mais ça je vous le souffle, mais c'est évident, le droit de révoquer les élus. Ça pourrait être pas mal dans une 6e République. Ça serait bien raccord avec l'objectif. Donc ça pourrait être une idée importante. Vous en trouverez d'ailleurs un certain nombre d'illustrations dans la vie en commun. Et puis, un 3e groupe sur le chemin, justement, l'Assemblée constituante. Qu'est-ce qu'il faudrait? Et peut-être posez-vous la question aussi, prenez un peu de recul critique. Est-ce qu'il n'y a pas des risques? Quels seraient ces risques? Et quelles seraient les parades possibles? D'accord? Je pense qu'il est toujours... On n'a pas forcément pensé à tout. Je vous ai donné l'impression que, ouais, pas de problème, on a tout réglé. Non, je pense qu'on n'a jamais tout réglé. Il peut y avoir des éléments, des risques, etc. Je pense qu'il faut les anticiper et qu'il faut réfléchir aux solutions éventuelles, s'il y en a. Voilà. D'accord? Allez, on y va. Sur argent. Ouais, qu'est-ce que fait leur femme, tout ça? Ouais, tout ça. Des confitures. Leurs enfants. Voilà. Un appel au peuple. Je ne sais pas, pas confondre la Constitution puis après les lois. Moi, je souhaite la démocratie.
Et après, il y a des compétences différentes, mais il y a et donc, voilà, peut-être qu'il pourra nous dire pourquoi il a envie aussi de s'investir dans cette campagne si jeune et pourquoi voilà, ce moment historique que nous vivons ensemble à réfléchir à cette constituante l'intéresse. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais d'abord... Ouais, c'est bon comme ça? Ouais, Ouais. super. Alors, je vais dire comment j'ai pu m'intéresser d'abord à la politique et comment j'ai pu intégrer le groupe d'appui de Massy. Donc déjà, je m'intéresse beaucoup déjà à ce qu'on mange. Ça, c'est une... C'est appréciant. Ouais, voilà. Le pouvoir du peuple aussi qu'il faudrait rendre un petit peu. Enfin, il y a énormément de questions. Et alors, Jean-Luc Mélenchon a eu la très bonne idée de faire une chaîne YouTube. Comme la plupart des jeunes, je regarde plus YouTube que la télé. La télé, j'ai dit non merci. Les jeunes ouais. informés, hein. Informés. Éduqués. Donc, j'étais en stage de 3e, que j'ai eu la chance d'avoir grâce à ma prof de physique-chimie. Elle est où ? Voilà. Et c'était donc mon dernier jour, un vendredi soir. Donc, je passais à la passerelle de Massy-Palaiseau. Et alors déjà, le jour d'avant, j'avais eu un prospectus. Bon, je l'ai pris, j'étais poli. Je sais plus si c'était Fillon-Macron. Bref, c'est passé à la poubelle. Donc, je suis passé dans la passerelle et là, je vois Cécile et Marie-Claude. J'ai pris le papier, je suis parti, j'ai dit, ah, enfin, Mélenchon, quoi. Et je dis, bon, allez, je vais bouger un peu, je vais aller m'intéresser. Je suis retourné vers Marie-Claude, j'ai papoté, blablabla, et après, j'ai vu avec Cécile comment intégrer le groupe d'appui, tout ça. Elle m'a dit, il faut s'inscrire sur le site, voilà. Je lui ai demandé si j'étais mineur, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, donc j'ai fait toutes les étapes. Et donc c'était le 3 février, et le 5 février, il y avait son hologramme. Donc, je voulais absolument y aller. J'y suis allé, je n'étais pas déçu. Voilà, j'étais très contente d'y avoir assisté. Et voilà, tout ça. Après, j'ai commencé à me faire du tractage dans les boîtes, aussi du tractage sur les marchés, dans les rues. Voilà, j'ai pu avoir quelques témoignages, parler avec des gens, et voilà, ça m'a beaucoup plu. Et Bah, vous avez vu, c'est facile, hein. C'est facile. Bravo, Donc, bravo. Le seul problème, c'est les adresses mail que j'ai été voir. Elles sont... Bon, merci beaucoup voilà, pour cet exemple de nouveaux militants. Est-ce que tu peux nous en dire plus alors sur votre atelier pour la fin de la 5e? Pourquoi la fin de la 5e République? Alors on a repéré plusieurs points. Déjà, un gros manque de démocratie. Voilà, c'est oligarchie, comme on l'a déjà dit. On aimerait pouvoir, grâce à la France Insoumise, limiter le nombre de mandats. Voilà. Je prends un exemple, bon, pas très flatteur, mais ça reste quand même un exemple. Aux États-Unis, par exemple, pour être président, on est élu pour 4 ans et on peut répéter son mandat juste une autre année, 4 ans, donc maximum 8 ans. Après, ça c'est pour être président, pour le reste, je sais pas. Aussi, on a repéré un petit problème, c'est le pouvoir militaire qu'ont les présidents. C'est-à-dire que seulement le président peut avoir, comment dire, voilà, le chef des armées, il a le plein pouvoir presque. Donc voilà, après je vous laisse un peu. Alors oui, donc on a noté plusieurs choses. Donc effectivement, l'immunité et l'irresponsabilité, ça avait été noté. L'immunité et l'irresponsabilité, ça avait été noté en début de soirée. La monarchie républicaine, entre guillemets, le fait que certains ministres n'aient jamais été élus, la non-transparence sur les indemnités, le fait que ce n'était pas très proportionnel l'élection à la députation, le fait qu'il faudrait effectivement une meilleure représentation au niveau de la population, des ouvriers, des fonctionnaires,
etc. Que le pouvoir exécutif était finalement surreprésenté et qu'il n'y avait finalement pas ou peu de législatif, contrairement à ce qui est annoncé. Le fait que le peuple ne participe pas trop à la décision, ou peu à la décision, le fait qu'il faille en finir, alors bon, ça dépend si on a, par rapport à la question posée, par rapport au 49.3, les non-cumuls de mandats, ça a été rappelé, le président chef des armées aussi, et puis une séparation effective des trois pouvoirs. Alors là, point d'interrogation, est-ce qu'on peut dire que les trois pouvoirs sont vraiment... là, on n'était pas très très calé. Et également une autre question concernant le rôle du Sénat, l'utilité du Sénat, et éventuellement la suppression du Sénat, comme ça avait été évoqué il y a quelques années par l'ancien Premier ministre. Voilà. Ok, bravo. Beau travail, voilà, du petit groupe. Tu réponds à tout ça d'abord ou... Non, je pense qu'il faut... On prend la suite. On prend la suite et puis après je ramasserai tout. D'accord. Alors, il y avait un deuxième groupe sur qu'est-ce qu'on pourrait faire dans une 6e République. Donc, Frédéric Dumont, donc, qui est candidate sur la 5e. Et non, c'est le copain de Victor, c'est Pierre, voilà, c'est ça. Et Pierre. De Palaiseau, c'est ça? D'Antony, voilà. Bonjour, donc on va suivre le fil plus ou moins logique qu'on a suivi. Donc, on a commencé par se poser la question, un des premiers trucs à mettre dans cette idée de 6e République, c'est la révocation des élus, ça a été abordé avant. Ensuite, on a parlé de règles vertes, d'alimentation, et puis un peu plus à la fin, on a détaillé un peu plus en disant qu'il faudrait penser à sanctuariser, c'est-à-dire à rendre hors commercial certains biens, c'est le bien commun en fait finalement. Donc l'idée d'autonomie énergétique, alimentaire, l'eau, le transport, la santé. Voilà. Ensuite. Alors, après très vite, on a commencé à réfléchir à ce qu'était le pouvoir au peuple. On a parlé donc, de cette idée à la fois, donc, on en a parlé en fait avant dans la désignation de l'Assemblée constituante, mais c'est une idée qu'il faut aussi se poser pour la future Assemblée, la 6e, on ne sait pas trop ce qu'elle sera, c'est l'idée de continuer à garder une dose de tirage au sort. Comment, pourquoi? Et puis un problème qui peut surgir, en fait, c'est que comment on se protège contre des idées toxiques, nocives, de type extrême droite, dans ce type d'assemblée. Qu'est-ce que j'ai ensuite? On s'est posé aussi la question des mandats, de leur longueur. Est-ce qu'il faut réduire les mandats? Est-ce qu'il faut qu'un seul mandat, plusieurs mandats? Et pour la question de la révocation des élus, qu'est-ce que ça donne quand l'élection est à la proportionnelle? Est-ce qu'on élit les représentants, non représentants à la proportionnelle? Et comment on fait pour révoquer des élus s'ils sont comme ça, élus à la proportionnelle? On a aussi parlé de rappeler, de faire un rappel de la Déclaration des droits de l'homme et éventuellement de réfléchir à des droits auxquels on ne pensait pas encore à ce moment-là, des nouveaux droits qui pourraient être des droits écologiques, culturels, etc. On a parlé aussi des liens entre le privé et le public. Enfin, c'est un des gros problèmes qu'on ressent en ce moment, des élus qui passent du public au privé et qui ne pensent qu'à leurs propres intérêts. Est-ce que tu vois d'autres choses Par rapport au commun, en fait, il y a un point sur lequel je ne suis pas passé, j'ai oublié, je suis désolé. C'est le rôle des médias, en fait, par rapport à... Et je pense que ça pourrait être inclus aussi dans tous les communs, tous les nouveaux droits en fait, qu'on pourra inclure dans la Constitution, le droit à une information la plus libre et non faussée possible. Voilà. Alors après, on s'est posé toute une série de questions un peu plus techniques.
Donc finalement, on est revenu à se poser la question, est-ce qu'on veut un président? Quel est son rôle, son existence? Donc, est-ce qu'il va gouverner ou pas? En fait, on s'est rendu compte du problème actuel qui est qu'on a un président et un Premier ministre qui sont élus de concert. Donc, ça dénature encore plus quelque chose qui était la 5e au départ, qui était déjà pas terrible. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah oui, quel système derrière, parlementaire, présidentiel? Quelle intervention citoyenne on peut avoir? Comment le peuple peut contrôler les élus? Donc l'idée de révocation, des référendums révocatoires, les engagements et les promesses non tenues. Bon, après on a discuté de façon un peu plus technique sur les ratios, mais on s'est rendu compte que c'était pas une question fondamentale. Même si en fait il y avait quand même une question d'échelle. D'échelle par rapport à la proportionnelle. Est-ce qu'on garde des circonscriptions? À quelle échelle on les garde? À quelle échelle on organise la démocratie, les communes? Est-ce qu'on garde les communes? Est-ce qu'on garde les régions, les départements, les cantons? Voilà. Quel avantage on a à avoir une démocratie plus locale ou pas? Ouais, il y avait encore un truc aussi, le statut des élus, aussi, des assistants d'élus, toutes ces questions-là qui se posent actuellement, et qu'est-ce qu'on en fait? Bon, voilà, puis on va laisser la parole aux autres. Un dernier truc. Oui, c'est qu'on s'est posé la question du mandat unique, de l'unicité du mandat, ou de limiter un certain nombre. Et en fait, il y a une très bonne remarque qui a été faite, c'est que, au final, oui, mais cette question ne se pose même plus. En fait, c'est là qu'on se rend compte qu'on raisonne encore dans l'ancien logiciel, parce qu'à partir du moment où un élu est révocable, ça m'a paru juste de le rappeler. Merci à la personne qui l'a évoqué. À partir du moment où un élu est révocable, en fait, la question de son mandat et de la durée de son mandat, du nombre de fois il peut le renouveler, elle ne se pose pas vraiment, parce qu'on peut le révoquer. Enfin, si on peut le révoquer. Bon, la preuve que si on donne la parole au peuple, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup de propositions. Donc voilà, c'est déjà un travail pré-constituant très riche. Tu vas avoir du boulot, Charlotte. Et du coup, le troisième groupe sur comment on fait pour passer de la 5e à la 6e, la constituante. On rajoute un bâton, madame. On rajoute un bâton, madame. On rajoute un bâton De 5 à 6. De 5 à 6, c'est tout, oui. Bon, alors Jérôme, insoumis de Massy, et Olivier, insoumis de Palaiseau. Donc oui, en fait, on a pas mal parlé de comment se passerait la constituante, comment elle se mettrait en place, comment elle fonctionnerait, voire même un peu qu'est-ce qui se passerait après. Et on a beaucoup de questions et pas beaucoup de réponses. Alors, la toute première question, c'est sur la constitution de la constituante. C'est un peu beaucoup de const là-dedans. Alors, on aurait donc des personnes tirées au sort, des personnes élues. La première question, c'est qui a la possibilité de présenter des listes électorales pour se faire élire? Les partis, des groupes de gens qui réussissent à rassembler des signatures d'électeurs, d'autres moyens, des associations, des syndicats, les syndicats n'en veulent peut-être pas d'ailleurs de ce genre de choses. La deuxième chose, c'est pour le tirage au sort. Qui est éligible au tirage au sort? Inscrit sur la liste électorale, plus de 16 ans, nationalité française, étranger résident, toutes ces questions-là sur le corps électoral de la constituante. Et, puisque le corps électoral, c'est les tirés au sort, aussi potentiellement qui sera tiré au sort. Là, vous posez la question de l'éligibilité. Oui, de l'éligibilité à la constituante. Oui. Aussi, autre question, toujours sur la composition de la constituante. La récusation des tirés au sort. Et puis en mettant tout ça ensemble, élection, tirage au sort, récusation, comment est-ce qu'on fait pour assurer un certain nombre de parités? Parité de genre, parité sociale, répartition géographique. Est-ce qu'il y a
Est-ce qu'il y a des circonscriptions comme pour les autres élections? Voilà. Le problème, c'est que j'écris comme un cochon, donc Olivier ne pourra peut-être pas me lire. Sûrement pas. C'est pas grave, c'est donc ça nous mène à... Je pense que c'est à peu près... Bah non, tu peux reprendre. Je pense qu'on en est à l'élection là. Je vais quand même prendre on vient de vous parler des problèmes qui sont liés à la constitution de la constituante. Il y en a un deuxième. On va vers un phénomène qui est complètement nouveau. Et les inquiétudes qui sont manifestées étaient autour de est-ce qu'on enferme ces gens-là 2 ans dans une grande pièce noire et qu'ils ressortent avec la solution? Ou est-ce que régulièrement ils donnent des comptes rendus? Est-ce que ces comptes rendus sont validables ou non? Et si oui, sous quelle forme? Et enfin, puisqu'on est quand même dans un monde où on a de plus en plus d'interactions avec l'étranger, alors ça je le rajoute, ça va pas être dans le groupe, et qu'on a quand même une vocation à l'universalisme, dans ce que je dis là, et qu'on a quand même une vocation à l'universalisme, comment on entretient des relations avec les pays étrangers en général et limitrophes en particulier au cours de cette constituante? Parce qu'il est bien évident qu'un tel phénomène comme ça va poser des réactions autour de nous. J'oublie des trucs sur... Il y avait la sécurisation des délégués. Oui. Le volume de travail que ça représente. Oui, alors le volume de travail que ça représente pour les délégués, est-ce que les délégués font ça en temps partiel et continuent à avoir leur travail quotidien, ce qui leur permettrait de rester ancrés dans la vie normale, ce dont on a beaucoup souffert, on a beaucoup souffert de l'inverse de la Ve République, ou est-ce qu'ils sont détachés pendant le temps de la Constituante à plein temps là-dessus? Mais dans ces cas-là, on rappelle qu'après, dans le système qu'on a choisi, ces gens-là ne peuvent plus effectuer aucun mandat. Comment on les accompagne dans la réinsertion de leur tranche d'après de vie? Il y a eu des suggestions pour qu'ils deviennent fonctionnaires. Retraités. Ah ouais, on pourrait aussi limiter le corps aux gens qui ont 60 ans, puis on les fout la retraite avant. Oui, il y avait la question de la taille du collège. Ça se rapporte au nombre de personnes qu'on va mettre là-dedans, parce que plus il y a de monde, plus c'est lourd de prendre des décisions, mais moins il y a de monde, moins c'est facile d'être représentatif. Et puis, lié à la taille du collège, il y a la répartition. Est-ce qu'il y a, comme disait Olivier, est-ce qu'on se rassemble tous dans une salle? Alors, il y a Gilles qui suggérait le Larzac, parce qu'on était influencés par les moutons. Est-ce qu'on se rassemble tous en même temps au même endroit? Ou est-ce qu'on utilise des technologies modernes pour faire des lieux décentralisés? Et puis, il y avait aussi la question, toujours sur le fonctionnement, quelle est la place des experts? Qui consulte-t-on? Qui la constituante va-t-elle consulter? Est-ce qu'elle va consulter en demandant ou est-ce qu'elle va consulter en recevant des propositions? Qui est habilité, mais comment sélectionne-t-on les propositions? Parce que sinon il vient y avoir des millions et ça va juste pas être possible. Même si on peut faire beaucoup de choses avec le data mining, avec les traitements de données de masse que font les grandes entreprises du numérique. Voilà. Et puis ensuite, on n'a pas beaucoup parlé de l'après. On n'a pas beaucoup parlé du référendum final. Ah oui, il y avait une petite question sur la rémunération des délégués aussi. Comment est-ce qu'on fait? Les indemnités. Et oui, c'est ça, les allers-retours entre la nation et la constituante, comment est-ce qu'on fait, qui le fait, avec quel contrôle. Voilà. C'est tout. Super. Oui, bravo au 3e groupe. Waouh. Alors si tu arrives à répondre à tout ça en une demi-heure, non, ça va pas être possible. Mais on a fait quand même une petite expérience qui est un petit peu, pas aussi importante, mais quand on a fait notre programme quand même, on a réuni quand même pas mal de propositions, de contributions, et tu en étais justement la coordinatrice de ce programme de la France Insoumise. Et puis on rappelle aussi que tu es juriste, et que donc tu as sûrement aussi quelques réponses à nous apporter. Merci. Merci beaucoup. Bon, effectivement, comme tu le dis, Cécile, vous vous êtes rendu compte que, après tout, ces questions-là, on est capable d'abord de se les poser, et ça c'est déjà une grande partie du chemin, mais surtout, vous avez imaginé aussi quelques réponses. Donc,
Et vous l'avez fait en 20 minutes. Bon, là, on se donnerait beaucoup plus de temps. Donc, je le répète, il n'y a aucune raison de se sentir incompétent en la matière. Voilà. Et je crois pouvoir dire que c'est vrai pour tout. Pour peu que, voilà, on se donne le temps de réfléchir, on lise, on soit informé d'une manière ou d'une autre, il y a moyen. Voilà. Donc, ces questions-là ne sont pas des questions d'experts. Ça, c'est déjà la première leçon, et j'allais dire, c'est la leçon par l'exemple, enfin la preuve par l'exemple. Et je dois vous dire que dans notre technique, là, voilà, cette manière-là de vous confronter à ces questions-là, il y a de notre part une volonté aussi de faire la preuve, mais la preuve vivante, quoi, incarnée de ce que c'est des questions abordables. Et c'est des questions qui nous concernent. Donc il n'y a pas de raison de s'en sentir expulsé, quoi. Voilà. Nous ne sommes pas incompétents sur ces questions. Bon. Pour reprendre le fond des questions. Vous avez abordé les questions, les éléments principaux. Enfin, moi, je suis toujours, mais à chaque fois, ça ne manque pas. Je suis, je ne vais pas dire une grossièreté, je suis sur le cul. Mais je suis vraiment très impressionnée par ce boulot parce que je me dis, bon, tout est là. Donc, vous avez évoqué, concernant la cinquième, et j'ai vu à quel point vous étiez quand même gênés aux entournées à vouloir quand même mettre un pied dans la sixième, en se disant, bon, la cinquième, ça manque de beaucoup de choses. Donc, vous avez en fait imaginé en creux ce que devrait être une sixième République. C'est ça aussi qui est intéressant, en fait, quand on se penche sur la cinquième République. Donc, sur les questions que vous avez posées. Et notamment, je vais juste piocher ce qui me semble les plus emblématiques et surtout qui nécessitent vraiment une explicitation. Manque de démocratie, oui. Le mandat est non renouvelable. Bon, la question de limiter les mandats dans le temps. Alors, ça, sachez, ce que je veux vous dire par là, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Dans la Ve République d'aujourd'hui, le mandat présidentiel, parce qu'il me semblait que la question portait sur le mandat présidentiel, il est déjà limité dans le temps. Hein. C'est depuis la réforme du quinquennat, le président de la République est susceptible d'être élu 2 fois consécutives. Donc il peut faire 10 ans, 5 ans, plus 5 ans. Et après, il est obligé d'arrêter. Il peut laisser passer 5 ans et puis se représenter après. Ça, c'est possible. Mais donc, la question de la limitation du mandat dans le temps, vous le voyez, n'a pas été une réponse à l'inflation des pouvoirs du chef de l'État. Donc, cela veut dire que le problème est ailleurs. Ce que l'on a remarqué, c'était que le problème qui subsistait, c'était que le président de la République sous la Ve République est quelqu'un qui, n'ayant pas de compte à rendre durant son mandat, est quelqu'un qui est véritablement intouchable pendant le temps de son mandat, quoi qu'il arrive. Il est donc si bien que nous sommes appelés à nous prononcer une fois tous les 5 ans, sans qu'il ne se passe rien entre-temps. La seule hypothèse dans laquelle un président de la République pourrait être à un moment donné face véritablement à ses électeurs, c'est s'il se représente. Or, on s'est rendu compte qu'il n'y a eu aucune hypothèse depuis que le quinquennat existe dans laquelle un président de la République a été réélu. Sarkozy a été sanctionné finalement lorsqu'il s'est représenté en 2012. Donc ça, c'était une manière en fait de montrer que l'élection à l'occasion d'un renouvellement est le seul moyen, à un moment donné, de dégager ou de faire entendre la responsabilité politique qu'avait portée le président en l'espèce. Bon. Tout ça pour vous dire que le vrai problème, c'est qu'en face de cette irresponsabilité politique, il existe de grands pouvoirs. Et ça, c'est un déséquilibre majeur. Or, en principe, et ça, De Gaulle lui-même le disait, à grand pouvoir, grande responsabilité. Donc, dans un régime normal, puisque le président de la République, 5e, détient d'énormes pouvoirs qu'il détient en propre,
il devrait, en principe, être responsable. Il devrait y avoir un système de responsabilité pendant le mandat, et pas seulement si d'aventure le président se représente. Exemple, Hollande, aujourd'hui, comme il se soustrait à la réélection, il ne se représente pas, eh bien, finalement, nous n'aurons eu aucune occasion de lui dire ce que nous pensions de lui. Il a tiré les conclusions seul. On peut se dire ça, ou pas. On ne sait pas ce qu'il y a dans sa tête. Mais toujours est-il que le système, là, nous met devant une situation intenable. C'est pour ça que là, je rebondis sur une autre question qui est venue un peu plus tard, à propos d'une 6e République et du type de président que nous devrions avoir. Moi, je me dis qu'il faut qu'on réfléchisse vraiment, en effet, à la figure présidentielle. Faut-il un président ? Faut-il un président ? On a été tellement habitués à avoir une figure présidentielle qu'on a du mal à réfléchir en dehors de ce schéma-là. Or, on peut très bien imaginer une fonction exécutive, je dis bien une fonction exécutive, qui ne soit pas sous la forme d'une personne, d'un homme, père de la nation, etc. etc. C'est tout, on peut imaginer autre chose. L'histoire a montré qu'il y avait d'autres formes d'exécutif. Par exemple, alors il y a des gens qui disent parfois l'exécutif primo-ministériel. Bon, moi je trouve que le pas vers un président type 5e République est tout petit en fait. Et qu'aujourd'hui, l'hyper-présidence fait que notre président a le visage d'un chef de gouvernement. Donc ça pose aussi un problème. En revanche, on a des modèles d'exécutifs qui sont collégiaux, par exemple. Il y a eu des directoires. Il y a eu donc des organes exécutifs qui étaient collégiaux, multiples. Où en fait, l'organe exécutif, c'est pas une personne, c'est un groupe de personnes. C'est envisageable. Bon, ça c'est des choses à réfléchir, qui peuvent être évidemment portées pour plus tard. Donc je navigue en fait entre la 5e et la 6e. Sur la question rapidement du 49.3. Je pense que ça c'est un argument majeur pour expliquer à quel point cette 5e République fonctionne d'une manière inacceptable. C'est-à-dire que vous connaissez le principe du 49.3. C'est un article qui permet au gouvernement de forcer la main à la majorité. De lui forcer la main. Donc ça n'est pas une manière d'exercer la responsabilité du gouvernement vis-à-vis du Parlement et qui mette le gouvernement véritablement en situation de faiblesse aujourd'hui. Nous savons qu'il est quasiment impossible ou très difficile lorsque le 49.3 est déclenché, il arrive en boomerang une censure de la part de la majorité parlementaire. Tout simplement parce qu'il y a une majorité parlementaire avec le mode de scrutin, etc. etc. C'est-à-dire que tout est fait. Les conditions pour qu'une censure arrive en retour du 49.3 asséné par le Premier ministre. Les conditions sont extrêmement difficiles à réunir. Et elles sont d'autant plus difficiles à réunir qu'il existe une majorité due au mode de scrutin qui fait qu'il est très peu probable qu'il y ait suffisamment de personnes en désaccord avec le gouvernement pour mettre en échec le gouvernement après qu'il ait imposé au Parlement le 49.3. Je vous rappelle que le 49.3 a ceci de terrible, c'est qu'il consiste à dire sur ce texte-là, vous nous embêtez, vous faites de l'obstruction, ça suffit comme ça. Donc j'arrête la discussion, tous les amendements, tout ça, j'arrête la discussion, et je vous impose de voter le texte sans discussion, sauf si vous votiez une motion de censure en retour. Comme une motion de censure en retour est très improbable, alors c'est une manière de faire taire tout simplement la discussion parlementaire sur un texte voulu par le gouvernement. Voilà. Et surtout, si aucune motion de censure n'est votée, alors le texte est considéré comme adopté. Donc c'est vraiment un système de forçage de la volonté d'une majorité parlementaire. Donc c'est un énorme déséquilibre qui, comme ça, est organisé par les institutions.
Je pense qu'on peut en parler en illustrant avec l'affaire El Khomri. Hein. Voilà, la loi El Khomri en a une illustration très marquante. La loi Macron aussi, à tout hasard, je vous le rappelle, hein, elle a été aussi adoptée de cette manière-là. Je pense que vous pouvez également donc évoquer, comme vous l'avez très bien dit, monarchie républicaine, etc. Tout ça, c'est des mots qui monarchie, pas républicaine, pardon, monarchie présidentielle. C'est important que vous ne parliez pas de monarchie républicaine. Une monarchie ne peut pas être républicaine et inversement. Donc il vaut mieux parler de monarchie présidentielle. C'est-à-dire c'est la figure présidentielle qui tient le lieu de figure monarchique. Immunité et irresponsabilité, l'immunité n'est pas une mauvaise chose. Je tiens à le rappeler, dans un système justement représentatif, l'immunité, ça n'est pas forcément l'impunité. Hein. L'immunité, c'est la protection de la personne qui... C'est pas de la protection de la personne, c'est de la protection du mandat détenu par la personne. Donc c'est extrêmement important d'avoir un système minimal de protection, au sens où, si vous êtes élu, et si vous êtes parlementaire en particulier, votre fonction c'est de parler. Si vous pouvez être poursuivi pour quelque chose que vous diriez dans l'hémicycle, si évidemment c'est pas constitutif d'un délit, alors ça veut dire que vous n'êtes pas libre par la parole, de faire émerger l'intérêt général. Et ça c'est un problème. Donc il faut un minimum prévoir une forme d'immunité pour protéger la fonction, le mandat. Et de ne pas avoir, vous savez, des poursuites sans arrêt qui pourraient devenir des poursuites politiques, à but politique, alors qu'elles prendraient le chemin de la justice ou des choses comme ça. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement important de prévoir quand même une immunité. Maintenant, cette immunité, elle peut tomber, on peut faire des destitutions, on peut faire tomber l'immunité, etc. Mais ce sont les pairs qui doivent le décider. Bon. L'irresponsabilité, en revanche, c'est autre chose, d'où votre idée parfaitement logique de la question de la révocabilité des élus pour le groupe qui avait réfléchi sur la 6ème République. Révocabilité des élus ou référendum révocatoire, c'est la même idée. C'est l'idée que, puisqu'on a un vrai problème de responsabilité politique en France, alors on va le corriger. Et on va le corriger avec un système de révocabilité. Attention, ça ne veut pas dire que moi, si je ne suis pas contente de mon maire, je vais le révoquer. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est l'idée qu'à partir d'un moment, si un élu, manifestement, ne convient pas à l'intention initiale ou à la volonté, tout simplement, du peuple. Mais attention, cette volonté, elle doit être représentée elle-même. Elle doit être suffisante. Si bien qu'il faut, ne pas pouvoir, je pense, révoquer immédiatement après une élection. Il faut donner le temps de faire des preuves. Ça, on peut le décider, du nombre d'années. Est-ce que c'est à mi-mandat? Est-ce que c'est à tiers de mandat? J'en sais rien. Ça, c'est à réfléchir. Et ensuite, il faut que ce soit quand même un sacré morceau de la population qui décide ça. Et pas, par exemple, je sais pas moi, un ennemi juré qui déciderait de révoquer ou qui manipulerait de sorte qu'on pourrait révoquer un élu. Il faudrait qu'il y ait une représentativité démographique importante, géographique importante. D'accord? Donc ça veut dire qu'on peut raffiner le procédé de sorte que ça ne soit pas finalement quelque chose qui provoque de l'instabilité politique, etc. Tout ça, c'est de l'horlogerie. Hein. On peut très bien imaginer des dispositifs qui ne soient pas complètement délétères, qui ne soient pas impossibles finalement à vivre. Mais je pense important que la révocabilité des élus soit posée en principe, de sorte que vous avez finalement non pas un mandat impératif, mais un mandat représentatif avec une dose d'impérativité. Vous voyez ce que je veux dire? Un mandat représentatif au sens où vous élisez quelqu'un, il est libre de son opinion une fois élu, mais si vraiment, d'un certain point de vue, il dépasse les bornes, alors vous avez un outil, un instrument pour lui rappeler que vous avez décidé au moment où vous l'avez élu un certain nombre de choses, etc. Ce qui permet d'injecter une dose d'impérativité dans le mandat. Et ça, ça nous semble être aujourd'hui en tout cas une nécessité pour rétablir un certain équilibre entre les représentés et les représentants. Vous avez évoqué la règle verte. La règle verte, effectivement, ce serait une règle de nature constitutionnelle. L'idée, c'est d'inscrire dans la Constitution,
en fait une sorte de norme de référence, un étalon, une méthode d'évaluation des lois. C'est l'idée selon laquelle toutes les règles qui seraient adoptées par les institutions de la République devraient être compatibles avec une norme qui leur serait supérieure, cette fameuse règle verte, c'est-à-dire la norme selon laquelle vous ne pouvez pas voter une loi qui conduirait effectivement à consommer plus que ce que la Terre peut reconstituer en une année. Si bien que vous avez tout simplement une limite, qui est la limite de l'écosystème, la limite de la logique écologique, si vous voulez. Vous vous souvenez peut-être de la règle d'or, qui a été introduite dans la Constitution. La règle d'or, c'était la règle du non-dépassement de 3% de déficit, etc., de la règle de l'équilibre des recettes et des dépenses, etc., qui empêche littéralement aujourd'hui l'État d'investir, de s'endetter, donc d'investir, notamment dans les services publics, etc. C'est une règle qui aujourd'hui s'impose. Eh bien, nous nous disons, non seulement nous défaisons cette règle-là, nous l'annulons, mais nous la remplaçons par une règle dont la logique est écologique, et pas budgétaire, comptable, etc. Ça change tout. D'accord ? Donc ça, c'est extrêmement important. Enfin, et là je passe sur un certain nombre de choses, si vraiment vous hurlez, hein, si vous voulez absolument que je donne une réponse à telle ou telle question, vous avez évoqué une chose très importante qui est la question du rappel de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, les nouveaux droits, etc. C'est un peu lié à la règle verte, c'est pour ça que j'en parle maintenant. Et je pense que c'est important, et ça doit être un débat constituant essentiel. Vous savez que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, elle est datée, elle date de 1789. On a pensé à la changer dans l'histoire. En 1793, il y en avait une. Très belle. Il y en a eu une autre en 1945. Elle a été retoquée, justement, par le référendum d'avril 1946. Et elle a été réinjectée dans le système sous la forme du fameux préambule de 1946 avec le principe d'égalité homme-femme, le principe de sécurité sociale, retraite, etc. Tous les droits sociaux et économiques, ils étaient contenus là-dedans. C'était pas mal. Mais on peut peut-être actualiser ce texte-là, en faire une vraie déclaration des droits de l'homme et des citoyens, qui s'assume comme telle, qui serait peut-être une première partie de la future Constitution. En tout cas, je veux juste vous dire que c'est essentiel de réfléchir à ça. Parce que ça, c'est vraiment le contrat social. C'est-à-dire que c'est pas seulement la règle du jeu froide, institutionnel, le rapport de force entre les pouvoirs, etc. C'est tout ce que les individus, les citoyens ont le droit d'attendre de la collectivité. Ils peuvent imposer et peuvent aussi être, eux, en mesure de s'imposer à eux-mêmes. C'est-à-dire que c'est aussi des devoirs d'un certain point de vue. Mais c'est extrêmement important qu'il y ait un consensus, un compromis à un moment donné sur cette question et sur cette partie-là. Les droits des personnes qui composent tout simplement notre société. Donc évidemment, ce sera une partie essentielle, je pense, de la discussion sur la 6e République. Enfin, vous avez parlé du rôle des médias, mais ça, j'allais dire, ça sera fait avant, je l'espère. Ça fait partie du programme L'Avenir en commun. Il n'y a pas de raison qu'on attende la 6e République, enfin, contrôler la concentration dans les médias. Parce que ça, c'est le véritable enjeu, le véritable vice du système actuel. Le rôle des médias, le droit à une info libre et non faussée, j'adore. Je pense qu'il faut que ce soit effectivement déjà mis en chantier par la loi sous la 5e République, par une majorité insoumise. Je pense que c'est extrêmement important. Statut des élus, évidemment important. Mais statut des élus, ça veut dire aussi... Finalement, c'est le statut du peuple politique. Le statut des élus, c'est cette idée selon laquelle il faudrait permettre, et ça rejoint finalement des préoccupations de l'Assemblée constituante elle-même, il faudrait permettre aux personnes qui s'investissent dans le travail constituant, qui sont représentants à un moment donné, eh bien, de pouvoir l'être, quelles que soient leurs conditions. Quelles que soient leurs conditions, quelle que soit leur occupation, et qu'ils ne soient pas menacés parce qu'ils s'engagent sur le plan social, professionnel,
politique d'une manière générale. Hein. C'est-à-dire que vous avez un droit à vous impliquer politiquement. Et ça suppose effectivement une protection, sous la forme d'une indemnité déjà, que vous soyez finalement défrayé de votre investissement. Et ça à hauteur, et là on imagine qu'on aurait pour le coup une grosse économie là-dessus, parce que je vous assure qu'on ne va pas faire des mandats une source de profit, ça c'est sûr. Mais on ne va pas non plus en faire quelque chose d'impossible. Aujourd'hui, un conseiller municipal, il n'a pas suffisamment, il ne peut pas s'investir assez. Donc on va juste rééquilibrer un peu les choses. Baisser pour les gros mandats nationaux et augmenter pour les petits mandats locaux, qui ont aussi besoin d'une... Sinon, vous ne trouverez personne pour le faire. Vous trouverez des gens qui n'ont pas besoin d'un complément de salaire. Donc c'est un vrai problème sociologique au bout du compte. Bon. Donc ça, un statut de l'élu, ça va avec le fait de prévoir une indemnité qui permette aux gens de survivre pendant leur mandat. Bon. Ensuite, et plus que ça, ensuite, il faut imaginer un système dans lequel l'aller et le retour entre le mandat politique et la vie civile, on va l'appeler comme ça, soit possible. Et pour tout le monde, et même pour les gens qui travaillent dans le privé. Avec, tout simplement, une interdiction de faire porter les conséquences à quelqu'un qui s'engage politiquement de cet engagement-là. Et ça, vous pouvez très bien contraindre un patron à ne pas sanctionner un ouvrier qui déciderait ou qui aurait l'occasion de se présenter ou qui serait tiré au sort, bon sang. Sinon, notre affaire ne fonctionne pas du tout. D'autant plus que notre idée, c'est qu'il y ait une implication permanente. Donc ça veut dire un turnover permanent, d'où l'idée du mandat unique aussi. Et l'idée du mandat unique, j'espère, devenant une sorte de norme ensuite sous la 6e République. Et ça veut dire créer un turnover très important. Je vois que vous n'êtes pas d'accord avec ça. On a eu le débat justement. Ouais. Non, je peux être pour le mandat unique. D'accord. Je pense que ça améliore dans le temps aussi, que ce serait con de se priver de certains élus qui sont de bonne foi. Et qu'en faisant le mandat unique, on n'empêche pas la mauvaise foi, même sur 5 ans. Même s'il peut être révoqué. Vous voyez, l'objectif, c'est pas celui-là. Oui, non, l'objectif, c'est qu'il y ait plus de gens en fait, qui se brassent au niveau de la responsabilité politique. Donc, je suis tout à fait d'accord. C'est pas une sanction, en fait, contre les élus, mais... Déjà, ça va donner de l'air. Oh. Ouais. Ah, si les mecs ils arrêtent de cumuler conseiller général, maire, député, ça va faire 3 fois plus d'élus. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est effectivement, c'est le non-cumul dans l'espace. Cumul de mandat. Voilà, et dans le temps. Mais vous êtes contre dans le temps. D'accord. Moi, je pense que ça peut aussi se discuter. C'est-à-dire qu'on peut dire, non pas un seul mandat, mais genre 2 max, histoire d'avoir une action politique un peu dans la durée, parce que effectivement, parfois en 4 ou 5 ans, on n'arrive pas forcément au bout de notre action. Mais néanmoins, je pense vraiment qu'on peut tout à fait créer une sorte de continuité, y compris dans des mandats successifs, détenus par des gens qui sont d'accord entre eux. Bon, on peut aussi avoir une action politique dans la durée comme ça. Hein. Mais je pense vraiment que le fait d'intégrer et d'incarner le mandat au bout d'un moment et d'avoir une confusion entre la personne et le mandat, c'est hyper délétère et c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui se passe sous la 5e République. Voilà. Donc je pense que, voilà, il faut poser un certain nombre de principes qui d'ailleurs créeront des réflexes d'adaptation à ça, avec des gens qui intègrent une nouvelle culture politique. Voilà. Enfin, et je pense que j'essaierai de m'arrêter là parce que ça fait tard. La répartition, non, la question des experts. Et ça fait partie de tout ce que vous avez voulu savoir sur la question des allers et retours entre le peuple et l'Assemblée constituante. L'obligation, et ça je pense qu'il faut que ce soit écrit dans un règlement intérieur de l'Assemblée constituante, c'est la question des allers-retours et spécifiquement et des comptes rendus, mais j'allais dire aussi de l'obligation d'auditionner. Ça, c'est quelque chose qu'on peut très bien prévoir. À partir du moment où vous avez toute une série de pétitions, de gens, et ça, je pense que c'est tout à fait gérable, y compris sur un plan numérique, d'avoir, vous savez, toutes des sortes de forums citoyens qui soient capables de faire connaître leurs préoccupations avec
systématiquement une obligation, parce que vous pouvez avoir des gens qui vont aux fenêtres et s'égosillent à l'extérieur sans que jamais ils ne puissent se faire entendre à l'intérieur. Ça, évidemment, on peut avoir une norme de fonctionnement qui oblige l'Assemblée constituante à écouter, à entendre, à recevoir, à tenir compte d'eux. Mais je pense qu'on ne peut pas les obliger à reprendre texte, sinon vous versez dans le mandat impératif. Or, il ne me semble pas que ce soit souhaitable. En revanche, qu'il y ait une pression organisée du peuple sur les élus, ça, c'est indispensable. Ça, c'est indispensable. Et ça peut se faire, moi j'ai entendu avec beaucoup d'intérêt, Christian, vous vous en souvenez peut-être, Jacques Testard évoquait la question des conférences citoyennes, etc. Bon, ça c'est des choses auxquelles le monde associatif a beaucoup réfléchi, notamment. C'est-à-dire comment organiser la société et comment elle pourrait se faire entendre des institutions qui sont là normalement pour recueillir, recevoir, représenter les opinions qui s'expriment dans la société. Donc ça, c'est des allers-retours. Alors la question des experts, du coup, se pose, c'est-à-dire comment vous informez les délégués. Est-ce que ce sont des experts? Est-ce que ça se fait sur appel, etc. Bon, moi, à chaque fois, cette question se pose. Mais ça, je trouve que c'est une question qui postule l'incompétence. Et je ne suis vraiment pas sûre que ce soit nécessaire, que ce soit le cas. Je pense normal que les délégués fassent l'effort d'entendre des gens qui, peut-être des profs de droit, peut-être, mais parmi d'autres, viennent évoquer un certain nombre de points, mais qui ne se laissent pas impressionner. Ils n'ont pas besoin d'une formation préalable pour démêler le vrai du faux d'une question institutionnelle qui, en fait, pose la question systématique d'un rapport de force entre les institutions. Qu'est-ce qu'on veut faire prévaloir? Le pouvoir des parlementaires ou le pouvoir du pouvoir exécutif? Bon, tout ça, ça s'explique. D'accord? Donc je pense que c'est absolument possible d'avoir un raisonnement, une réflexion raisonnée sur des questions complexes, ok, mais qui ne nécessitent pas un pouvoir, un lobby d'experts ou quelconque comme ça. Donc vous aurez de toute façon une forme, j'allais dire, déjà de parti pris dans les propositions qui seront faites. Les candidats à l'Assemblée constituante, ce sont des candidats portés par un projet, ou qui portent plus exactement un projet déjà de constitution. Donc vous aurez déjà des gens orientés, qui auront fait des choix préalables, et qui, dans l'Assemblée constituante, vont défendre, ou peut-être changeront d'avis. Mais c'est tout l'art, justement, du débat au sein d'une Assemblée constituante, élue, pour ce qui est de la partie élue, à la représentation proportionnelle. Représentation proportionnelle intégrale, pour la plupart, on le dit, c'est-à-dire un système dans lequel la circonscription nationale est unique. D'accord ? Et où il y a une nécessité d'une représentation en fonction de la géographie, etc. Donc ça, voilà, ça vous permet d'avoir à l'Assemblée constituante une véritable représentation de toutes les options possibles en vigueur, enfin, dans l'esprit de ceux qui occupent ou constituent le corps électoral. Oui, dites-moi. Dans ton préambule, tout à l'heure, Ouais. tu as parlé de représentation contrôlée. Est-ce que le contrôle, c'est ça, c'est ce que tu viens d'expliquer? Oui, c'est ce que quand je parle de représentation contrôlée, je parle de la possibilité des outils à disposition du peuple, on va dire, de se faire entendre, de savoir aussi ce qui se passe à l'intérieur de l'Assemblée, c'est-à-dire la transparence des débats. C'est quelque chose d'extrêmement important, qui est une sorte de chaîne continue sur les réseaux sociaux, qui diffuse en permanence ce qui se raconte au sein de l'Assemblée, permet le contrôle. Ça permet le contrôle. C'était, vous savez, hein, c'est pas nouveau ça. Ça s'est fait pendant la Révolution française. Quand vous aviez les sans-culottes qui débarquaient comme ça. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a une règle aujourd'hui maintenant à l'Assemblée nationale où vous n'avez pas le droit de parler quand vous êtes dans le public. Vous ne pouvez pas exprimer d'opinion pour ne pas faire pression sur... Bon. Mais typiquement, ce qui se passait là, quand les mecs débarquaient comme ça, ouais, toi tu vas voter ça, etc. Bon, c'était une manière d'abord d'intervenir dans la discussion parlementaire, et à l'inverse, vous aviez au sein des clubs, des sociétés sectionnaires, etc., donc
les embryons de partis politiques, vous aviez des gens qui venaient se faire lire, qui parfois n'étaient pas alphabétisés, mais venaient entendre. Il y en avait un qui savait lire et qui faisait la lecture pour les autres et qui récitait les débats parlementaires qui avaient eu lieu la journée dans l'Assemblée. Et il se faisait informer, et du coup, il pouvait avoir une opinion sur ce qui se disait, et du coup, il décidait de débarquer pour dire « Ah non, je suis pas d'accord », voilà. Et là, ce serait un peu un système de ce genre, qu'il faut organiser, mais voilà. Ouais. Oui, à propos de la fraction élue et de la fraction tirée au sort, la fraction élue va arriver avec, comme vous l'avez dit, avec une vision, déjà, de ce à quoi elle veut tendre. Et il est important que la fraction tirée au sort ne soit pas influencée justement par cette vision. Or, forcément, ils vont baigner dans un même bain et ils risquent de l'être. Donc, c'est là que moi je rejoins, bon, maintenant je suis très sensible à ça, aux histoires de convention de citoyens de Jacques Testard, mais l'idée, évidemment, je comprends que le problème de l'expert, c'est un souci. Moi-même, je n'aime pas le terme d'expert, etc. Mais parce que les experts, bien sûr, ils ne sont pas neutres, personne ne l'est. Et donc, le meilleur moyen, c'est de permettre à ces gens tirés au sort d'avoir une information, mais une information plurielle et contradictoire. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une sorte de comité de pilotage qui n'a absolument aucun contact avec les tirés au sort et qui est capable de proposer une formation contradictoire. C'est-à-dire qu'en économie, il n'y aura pas que l'anglais. Hein, il y aura généreux à côté. Voilà. Il y aura libre. On va essayer de fonctionner autrement dans le service public, de la télévision, mais permettre d'avoir une véritable formation contradictoire, c'est-à-dire qu'on sait que tel prétendu expert est plutôt de telle tendance et on va proposer un expert qui est de la tendance opposée, qui est une sorte, et ensuite permettre à ces citoyens, éventuellement, comme ça a été évoqué, dans votre propos, c'est qu'ils puissent convoquer eux-mêmes des auditions complémentaires qu'on ne leur a pas proposées, mais et parfois dans un champ d'investigation qui est complètement différent de ceux qu'on leur a proposés. Sur un domaine de l'économie, on peut avoir envie de rencontrer, je ne sais pas moi, des philosophes ou je ne sais, voilà, je ne sais quel autre prétendu expert, mais et ça me paraît important parce que si on tire des personnes qui vont se retrouver, on n'a pas 100%, comme dans une convention de citoyens, il y a 100% de tirés au sort. Là, il n'y a pas 100% de tirés au sort. Donc il est vraiment important qu'ils ne soient pas totalement influencés par ceux qui ne le sont pas. Ils sont pas influencés. Si je peux répondre, moi je ne pense pas qu'ils soient influencés. Ils arrivent eux aussi avec leurs idées. Ils ne les ont pas défendues, mais ils arrivent eux aussi avec leurs idées. Et ceux qui ont des choses, des vraies idées, qui ont réfléchi, qui arrivent avec un programme, ils vont être obligés de l'expliquer, ils vont être obligés de le décortiquer pour convaincre ces gens qui ont été tirés au sort de les suivre, etc. Et ils vont peut-être même changer d'avis en se confrontant avec quelqu'un qui n'a pas la même réflexion. Et c'est ce mouvement-là. Il faut faire confiance à tout le monde. Tout le monde est citoyen. À partir du moment où tout le monde est citoyen, tout le monde peut agir sur la vie citoyenne. Et donc, on n'a pas forcément besoin d'une formation supplémentaire pour faire face à la discussion avec les autres. Sinon, ça voudrait dire que, même pour voter, on aurait besoin d'une formation préalable pour devenir citoyen. C'est différent. Pour voter, c'est la même chose. C'est pareil. On va conclure quand même rapidement parce que on finira pas le débat ce soir. Hein. Non, je conclue ce soir. Olivier, ouais. Je voulais juste rappeler, parce que c'était sorti dans le groupe de la Constituante, que le fait justement qu'il y ait des gens qui votent pour un projet et des gens qui disent finalement aucun de ces projets, enfin j'ai pas envie de choisir et je tire quelqu'un au centre, fait qu'on a dans cette assemblée justement des gens entre guillemets qui n'y connaissent rien et qui s'y sont pas préparés. Donc je suis d'accord avec Christian quand il dit ces gens-là doivent pouvoir exiger des gens qui ont déjà des idées, un certain nombre d'arguments, de documents, une certaine compréhension. Mais le fait qu'il y ait des gens tirés au sort nous garantit justement que ça ne va pas être un combat lobby contre lobby, mais bien un combat avec une représentativité du Pékin moyen, si je puis me permettre. Voilà. C'est en tout cas une idée qui était sortie dans le groupe de la Constituante.
Bien, bah voilà. Moi, oui, je conclue. Alors, une question qui me semble importante, qui a été soulevée au tout début, c'est le problème du Conseil constitutionnel. Comment peut-on envisager de lancer des processus dans le but de faire une 6e République quand on a un Conseil constitutionnel qui est garant de la Constitution de la 5e? Est-ce qu'on ne peut pas commencer par dissoudre le Conseil constitutionnel? Eh bien non, alors en fait c'est comme le problème non mais Christian, c'est comme le problème de l'éligibilité à laquelle j'ai pas répondu, mais par exemple on pourrait pas passer tout de suite à l'éligibilité à 16 ans pour la constituante, parce qu'on est encore dans le cadre de la 5e, et si on veut faire ça, eh ben, il faut changer la Constitution, et on peut pas changer la Constitution dans le cadre de la 5e pour cause de 3/5e, tu vois. Donc on se retrouve dans une situation où on peut prendre le problème comme on veut. Nous n'avons de choix rationnel que d'essayer de trouver les moyens qui, dans la 5e République, permettent de court-circuiter un certain nombre d'institutions. C'est pour ça que le référendum d'article 11 permet de passer au-dessus précisément de la tête du Conseil constitutionnel. On n'a que ça. Et effectivement, je suis d'accord, hein, si le Conseil constitutionnel décide de changer, de revirer, de faire un revirement de jurisprudence et de changer de... Eh bien, on sera mal. Hein, on aura un problème. Mais, je le rappelle, c'est quand même 9 personnes contre un peuple majoritaire qui, à un moment donné, décide on va dans cette direction. Après, ça pose un problème de rapport de force politique. Voilà. Et on aura ça pour nous. Mais on n'aura que ça, le nombre. Voilà. Et bien sur ces paroles, nous nous quitterons là. Merci beaucoup à tous. Merci à toi. Il y a des annonces à faire, je pense. Des annonces à faire. C'est ça. Donc, merci beaucoup, Charlotte. Alors, juste 5 minutes, parce qu'on a quand même pas mal de choses à vous dire. Alors, vous retrouverez des exemples de livrets thématiques là-bas, et vous en trouverez sur le site. Il y a le programme pour ceux qui ne l'auraient pas encore. Il y a pas mal de tracts aussi à distribuer dans les boîtes et tout ça. Vous pouvez voir Nicole qui est là-bas, qui s'occupe de Massy. Voilà, donc pour s'organiser. Ensuite, pour continuer la discussion, on a un Facebook donc, sur la circonscription France Insoumise 91-6. Donc vous tapez ça dans votre Facebook, vous allez nous retrouver. Donc France Insoumise 91-6. Il y a des listes de diffusion par ville ou par circonscription, donc renseignez-vous auprès de Nicole. Il y a la chaîne YouTube donc, de Jean-Luc Mélenchon qui propose pas mal de meetings, la revue de la semaine. Il y a aussi une chaîne YouTube qui est très intéressante, c'est l'ABCDR des Insoumis, où vous avez des petites séquences vidéo de Jean-Luc Mélenchon par thème. Donc très intéressant. Et nous allons même avoir un YouTube local. Donc vous allez retrouver la conférence de Christian Vélo, qui est de Christian Vélo, si vous avez des questions sur la vidéo ou sur les OGM, tout ça, c'est Christian Vélo. Vous aurez donc cette vidéo de cette conférence-ci et les prochaines vidéos. Donc c'est le YouTube, comment il s'appelle ? Vidéo Insoumise. Vidéo Insoumise. Voilà. Facile à retenir. Voilà. Après, on a des rendez-vous très importants. Alors, on commence demain, le 7 mars, avec le rendez-vous pour la protection sociale. Donc, des mouvements, des manifestations demain. Il y a un rassemblement pour le 8 mars à Massy, donc devant l'hôpital Jacques-Cartier. Donc, le 8 mars à 15h40, parce que c'est l'heure à partir de laquelle on n'est plus payé quand on est une femme. On en reparle le 8 mars. On a un rendez-vous très important, alors là vraiment très 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 important, justement pour cette 6e République, puisque c'est pour ça qu'on était là ce soir. Donc le 18 mars à 14h à la Bastille, donc on se retrouvera tous pour marcher jusqu'à la République, pour réclamer justement cette 6e République et montrer qu'on est très très nombreux à la vouloir. On aura aussi un rendez-vous, normalement le 6 avril à Palaiseau avec l'IM. Donc je crois que tu voulais nous en dire un petit mot, Philippe ? Non, juste pour vous dire, si ça vous a plu ce type de réunion d'émancipation citoyenne, aujourd'hui, celle qu'on a pu faire à Orangis, on va se prendre un petit peu plus de temps pour lancer une initiative le 6 avril. Pourquoi le 6 ? Parce qu'il y a un problème de salle et on voudrait en même temps pouvoir élargir la représentativité au niveau du département.
c'est-à-dire que d'autres circonscriptions seront présentes. Et il y aura, pour tout vous dire, peut-être aussi une petite surprise du fait que quand même ce sont 2 porte-paroles qui seront présents pour pouvoir essayer d'animer, donc Charlotte et moi-même, cette réunion, mais d'autres intervenants également, et peut-être un hologramme ce jour-là, qui arrivera à se libérer, allez savoir. Mais en tous les cas, même si c'était par Skype ou autrement, il trouverait le moyen d'être présent avec tous les insoumis essoniens. Voilà, c'est un moment important que j'avais à vous communiquer. Sachez qu'avec les 3 groupes d'appui qui existent dans la 6e circonscription, il est possible d'avoir d'autres initiatives à votre demande. Vous savez que Jean-Luc adore faire des déboulés, mais nous aussi, on est capable de pouvoir nous déplacer. Sachez qu'en ce qui me concerne, je me déplace, puisque j'ai un mandat national, je me déplace dans des luttes et des entreprises sur toute la France et au-delà. Donc il est possible également de pouvoir me montrer le rapporteur de cause dans différentes régions et pouvoir les faire se déplacer et venir à notre rencontre. Voilà, on a des moyens de faire vivre ce moment politique très important dans le cadre des présidentielles. Et je crois que d'autres initiatives d'ici le 6 avril peuvent être prises et seront prises en tous les cas, sachez-le bien, après le 6 avril. Merci. Et donc la dernière information, voilà, c'est que vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Hein, donc on fait un appel aux dons. Vous avez des petits papiers sur la table là-bas parce que nous, on n'a pas de multinationales derrière nous, ni de banquiers, ni de millionnaires, tout ça. Ah oui. Donc l'argent est le nerf de la guerre. Ça s'appelle pas Pénélope. Ouais, mais alors c'est le 18 mars, comment on va faire? Non, mais indépendamment de ça. Alors, indépendamment du fait oui, je sais que ça tombe le 18 mars, voilà, la défense de la signature. Voilà, de la maison des syndicats qui est à Évry, donc qui est vraiment menacée, voilà, de fermeture tout simplement. Donc il y a une pétition, donc vous vous adressez à Anne-Marie pour tous les renseignements. C'est très important de se mobiliser, voilà, pour défendre les syndicats, voilà, qui soutiennent tous les travailleurs au quotidien. Et puis on vous invite, voilà, à discuter de tout ça autour d'un petit verre. Et puis n'hésitez pas à nous solliciter les uns et les autres pour continuer ensemble la campagne. Merci beaucoup d'être venus et bonne soirée. Je fais un chèque au Prondi, moi.